Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, merci d'être avec nous. Je commence par évidemment remercier nos intervenantes et intervenants qui nous ont fait la gentillesse d'être là ce soir pour parler d'un sujet qui nous passionne et qui j'espère va vous passionner aussi, qui a été riche d'enseignements en tout cas pour nous, j'espère qu'il le sera également pour vous. Avant de démarrer, je voulais remercier aussi toute l'équipe qui a travaillé sur ce bel événement, et notamment Elif que je vois ici, et puis Jeanne qui est ici aussi, et je vois aussi Léa derrière. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. Merci à vous tous d'être là, vous toutes d'être là. L'événement est également sur YouTube, donc on sait qu'il y en a d'autres personnes. Et Elif prendra les questions, je crois, au fur et à mesure, si jamais il y en a qui se présentent. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose aussi de poser vos questions à la fin de notre réunion d'aujourd'hui, de notre point d'aujourd'hui. Alors la manière dont ça va se passer, je vais laisser la parole à Thierry, qui est ici, qui représente Harris Interactive, avec qui on a mené cette grande étude il y a quelques mois maintenant. Vous m'entendez toujours ? Je m'entends moins bien. Qui va nous illustrer de manière très quantitative, mais aussi analytique, les renseignements, disons, d'ordre expérientiel sur la simplicité, la confiance, etc., les différents items qu'on a pu voir vraiment à l'intérieur de l'étude et ce qu'il en sort comme enseignement. Pour ma part, je reprendrai la parole 5 minutes après, avant de parler avec nos intervenants, pour leur présenter aussi les résultats, parce que c'est assez magique. Certains d'entre eux ici n'ont pas du tout connaissance de ce dont ils vont parler, à peu près, puisqu'ils n'ont pas vu encore les résultats de l'étude qui étaient sous embargo jusqu'à ce matin. Et on a donc, voilà, je vais prendre 5 minutes pour ça, et ensuite on pourra avoir l'avis de nos interlocuteurs sur ces différents enseignements en question, les 3 grands enseignements. On pourra en sortir des kilomètres, parce qu'il y en avait pour 400 ou 500 pages, hein, je crois, d'à peu près de résultats, et plusieurs mois d'analyse de notre côté et du côté d'Harris. C'est un gros boulot qui a été fait du côté des équipes de Winepoint également. Donc je vais laisser la parole à Thierry, peut-être si tu veux nous présenter les résultats quantitatifs. Bonsoir à tous, oui, merci. Pardon, je n'ai pas présenté, excuse-moi. C'est de ma faute, je n'ai pas présenté nos interlocuteurs. Pardon, excusez-moi. Je commence avec Laetitia. Laetitia Segonzac, des Galeries Lafayette. François Beraldi, qui est là, merci d'être là aussi, également de SFR, qui est directeur digital et e-commerce de SFR et RED. Sébastien Limousin, des assurances April, directeur général délégué des assurances April. Et Édouard Demiolis, du groupe de l'Est, qui est Customer Experience Marketing Digital e-commerce, Director Hyper Manager. Ça ne tient pas sur une ligne. Je te laisse parler, pardon. Et merci encore d'être là. Bonsoir à tous. Donc, je suis Thierry. Thierry Bacquer, pardon, je dirige un département d'activité chez Toulon Harris Interactive, le département service. Et donc, comme son nom l'indique pas nécessairement, je supervise un petit peu tous les secteurs dont on va avoir la chance de parler aujourd'hui. Donc, nous avons réalisé une étude en juin dernier sur l'expérience digitale des consommateurs ou des clients en ligne pour répondre à 3 objectifs. D'abord, évaluer le niveau de satisfaction de l'expérience digitale, évidemment, identifier des attendus et des freins sur cette expérience digitale, et puis, évidemment, recenser des forces et des axes de progrès pour les différents acteurs. Alors, cette étude est tout à fait unique et originale de par sa couverture et sa granularité. Sa couverture parce qu'on couvre 6 grands secteurs, qui sont la distribution alimentaire, la distribution spécialisée, les télécoms, la banque, l'assurance et les fournisseurs d'énergie. On a, pour illustrer chacun de ces secteurs, interrogé un échantillon de plus de 3000 personnes sur leur expérience digitale, avec plus de 78 acteurs qui sont présents dans chacun de ces secteurs. Et on les a interrogés sur des éléments liés à l'instantanéité ou la simplicité de leur expérience, la confiance, la personnalisation ou l'aide à la décision, donc toute une batterie d'items à partir desquels ils pouvaient évaluer leur expérience digitale avec chacun de ces 78 acteurs ou ces 6 secteurs lorsqu'on moyenne les résultats. Alors si on regarde un peu plus dans le détail,
information globale. Donc, je ne vais pas vous présenter 250 slides, rassurez-vous, on va essayer d'être concis. Première information importante et le principal peut-être KPI de cette étude, c'est ce qu'on appelle la satisfaction globale. C'était une question qui était posée au début de ce questionnaire qui faisait une quinzaine de minutes. On demandait tout simplement à nos répondants de nous donner leur satisfaction globale sur leur expérience digitale, soit au cours des 3 derniers mois, soit au cours des 6 derniers mois, selon les secteurs étudiés. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que les notes de satisfaction qui étaient de 0 à 10 se situent en moyenne autour de 7,5. Alors 7,5 sur 10, pour votre information, c'est des notes relativement moyennes par rapport à des standards. Au-delà de 7,5, 8, on est plutôt dans des bonnes notes. En dessous de 7,5, on commence à avoir des notes très moyennes, et en dessous de 7, on est vraiment des notes mauvaises. Donc, des notes plutôt moyennes. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a des disparités, puisque on voit que distribution alimentaire, on trouve sur ces expériences digitales des notes qui montent jusqu'à 7,7 en moyenne. Et les fournisseurs d'énergie, à l'autre extrémité, on est à 7,2. J'insiste, cette expérience digitale, vous avez peut-être en tête des notes de satisfaction moyenne par secteur qui sont un peu différentes. Là, le parti pris de cette étude, c'était de se centrer sur vraiment les expériences digitales, donc au moins un point de contact digital dans un parcours client qui permettait à ces répondants de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi, c'est que tout d'abord, ce que ne montre pas le graphique, c'est qu'au-delà de ces notes moyennes, on a par acteur des notes qui s'échelonnent entre 6,4 au pire et 8,4 au mieux. Donc il y a une très grande diversité, un écart type, comme on dit, assez grand par rapport à ces moyennes. Autre information qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que effectivement, 1 tiers à 1 quart des cyberacheteurs s'estiment très satisfaits de leur expérience digitale. C'est pas énorme, et de l'autre côté, effectivement, entre 30 et 20% s'estiment très insatisfaits de leur expérience. Donc au total, sur ce premier résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la satisfaction est relativement moyenne quand même. Deuxième grand enseignement, toujours à partir de cette question, évidemment, on s'est intéressé, et de ce résultat, on s'est intéressé de savoir si il y avait une variabilité, il y a une espèce de... Est-ce qu'on pouvait trouver des lois, des variables, comme on dit dans notre métier, pour expliquer cette satisfaction globale. Et la première information qu'on voulait partager avec vous, c'est que, en fait, et Dieu sait s'il y a beaucoup de sites extrêmement différents dans cette étude, 76, je vous rappelle, on essayait de voir s'il y avait une relation entre ce niveau de satisfaction globale et l'importance d'un site, que ce soit en termes de taux de pénétration, donc en termes de nombre de clients, d'accord, et ou en termes de fréquence d'utilisation. Est-ce qu'il y avait une corrélation entre ces deux éléments? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on est gros et très utilisé qu'on collecte, qu'on recueille des notes de satisfaction élevées, et réciproquement, c'est pas parce qu'on est petit non plus qu'on obtient des notes de satisfaction élevées. Ça n'a aucun rapport. Donc c'est important d'avoir en tête, c'est pas du tout la quantité n'égale pas la qualité dans ce type d'expérience digitale. C'est vraiment la qualité intrinsèque à un site qui drive l'expérience client. Deuxième enseignement, on a essayé de voir s'il y avait un lien entre la satisfaction globale et des profils de population. Et là, ce qui est à noter, et c'est peut-être un résultat un petit peu contre-intuitif, c'est pour ça qu'on voulait le souligner, c'est que les Français âgés de 50 ans et plus sont beaucoup plus satisfaits de leur expérience digitale que les jeunes, et en particulier les 18-24 ans. Donc ça, c'est important à avoir en tête, parce que dans le monde du digital, on est quand même peut-être a priori centré sur des populations jeunes. On peut estimer que c'est des populations cibles. Eh bien, c'est plutôt les personnes âgées qui sont très satisfaites de leur expérience. Je pense que c'est un résultat à souligner dans cette approche, dans ces résultats. Le slide suivant, merci. On essaie évidemment, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais souligner un certain nombre d'informations extrêmement importantes. On a essayé de voir s'il y avait des relations entre un certain nombre, ce qu'on appelle des items de satisfaction par grande dimension de simplicité, de confiance ou d'aide à la décision, etc. Donc des expériences digitales par domaine de satisfaction et la satisfaction globale. Est-ce qu'il y avait des liens
entre eux, c'est entre des éléments de détail et de la satisfaction globale. En clair, qu'est-ce qui fait qu'une satisfaction est importante? Qu'est-ce qui fait qu'une satisfaction est bonne ou non? Sur quoi? Quelle est la force en termes d'expérience digitale, qui sont les éléments qui conduisent à une satisfaction globale importante, ou au contraire, quels sont des éléments relativement secondaires? Qu'est-ce qui ressort de cette étude? C'est que du point de vue des consommateurs, il y a deux familles de composantes qui sont extrêmement importantes. C'est la simplicité de l'expérience digitale, de très très loin, c'est quelque chose, à savoir de la clarté, l'intuitivité, la facilité de navigation sur le site, qui est de très très loin la première composante qui explique une expérience digitale satisfaisante. Et puis, deuxième élément, la confiance. Ils veulent avoir des éléments de réassurance, de confiance, pour noter de façon très positive un site. Alors la confiance, on voit aussi qu'il y a des éléments qui sont moins importants, des éléments qui sont relativement secondaires, c'est les avis de conso, les interactions avec les réseaux sociaux ou le droit à l'erreur qui sont relativement secondaires dans la perception des répondants. Autre élément à souligner, puisqu'on en parle beaucoup en relation client, en ce moment il y a un salon qui va s'ouvrir sur la relation client, et on parle beaucoup de personnalisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les designers ou pour les responsables de la relation client, donc on ne parle que de ça, peut-être que c'est important pour les designers, les marques, mais pour les répondants, en termes de satisfaction, c'est quelque chose de tout à fait secondaire. C'est tout à fait secondaire. En tout cas, ce qu'ils cherchent, je ne sais pas si c'est des éléments de personnalisation, mais c'est des résultats. C'est la simplicité et la confiance à avoir en tête. Et ces grands enseignements, évidemment, qui moyennent l'ensemble des secteurs, il y a des bémols, évidemment, par secteur, et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'étude, et c'est le slide suivant, merci. En banque, par exemple, le temps réel à la gestion rapide et 100% digital, qui est en moyenne une force, la moyenne des secteurs, en banque, c'est plutôt une faiblesse. D'accord ? En assurance, alors que les emails et SMS pertinents, les offres de solutions qui me correspondent, sont plutôt un élément de faiblesse, en assurance, c'est un élément de force. D'accord ? En énergie, les offres qui me correspondent, là aussi, c'est plutôt un élément de faiblesse en moyenne. En énergie, c'est plutôt un élément de force. Je peux continuer. En distribution spécialisée, on a les réclamations 100% digitales, les avis de clients et communautés sont une force également. En banque assurance, pareil, réclamation mise en relation avec un conseiller, évidemment, la mise en relation avec un conseiller en banque, c'est extrêmement, c'est un basique. Et puis, en souscription 100% digitale, dans le secteur de l'énergie, c'est également, ça devient un basique, alors que c'est un critère relativement secondaire en moyenne. Et en distribution alimentaire, je terminerai là, c'est un basique en moyenne, et c'est un critère relativement secondaire pour la distribution alimentaire, avec un élément important aussi à avoir en tête, c'est que dans le domaine de la téléphonie, tous ces critères sont tout à fait décalés par rapport aux autres secteurs. C'est tout en gros les grands critères de simplicité et de confiance, qui sont donc les éléments principaux, je vous rappelle, sont massivement des éléments de faiblesse dans ce secteur, où en gros tous les items sont décalés vers la gauche de ce graphique. Donc pourquoi? Parce que simplement les notes de satisfaction sont beaucoup plus basses. Voilà ce que je voulais vous dire en extrêmement résumé sur les éléments d'ensemble et avec des grands enseignements sectoriels de cette étude. Merci beaucoup Thierry, je vais reprendre la parole effectivement. Nous on a beaucoup aimé travailler avec Harris parce qu'ils nous ont dit au démarrage de l'étude, ce n'est pas des choses qui d'habitude sont mesurées, c'est pas ça qu'on va chercher d'habitude, et à la fin de l'étude ils nous ont dit ce qu'on a trouvé, ça ne correspond pas du tout à ce dont on a l'habitude, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait en tête. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup aussi sur les points contre-intuitifs, parce que si c'est pour raconter la même chose que tout le monde, on ne vient pas chez OnePoint, et si c'est pour entendre la même chose aussi, on ne vient pas chez OnePoint. Donc on a mis l'accent, et j'espère que vous allez le voir aujourd'hui, sur ce qui nous semblait le plus significatif en corrélation, c'est-à-dire là ce que nous a montré Thierry, c'est des corrélations entre les plus fortes attentes, en même temps que les plus faibles, souvent, réponse à ces attentes. Parce que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Cette étude, elle n'a pas vocation à rester 250 pages dans
dans un tiroir, elle a vocation à aider nos clients à avancer sur ces sujets-là, justement en se disant, bah, là, ça c'est très attendu, et pourtant vous n'êtes peut-être pas au rendez-vous, soit vous, monsieur l'entreprise, ou madame l'entreprise, ou monsieur le secteur, ou monsieur l'enseignement général. Alors, je vais prendre juste 5 minutes pour raconter ce qu'on a sorti sur la base des travaux d'Aris Interactive, qui eux-mêmes sont basés sur les insights de WinePoint, sur les demandes de WinePoint. On a été nombreux à travailler longuement, de longs mois, pour sortir des enseignements qui étaient à la fois suffisamment nouveaux, suffisamment impactants et suffisamment appuyés, bien évidemment, sur les bases de l'étude, et de certains qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Le premier enseignement, on l'a appelé « Vous parlez comme un garagiste alors que vos clients attendent les réponses d'un psy ». Ce qu'on entend par là, c'est la part de l'émotionnel versus la part du rationnel. Alors ça, en soi, ce n'est pas complètement nouveau. Ce qui est très très nouveau pour nous, on sait qu'il faut mettre dans l'expérience, de manière générale, de l'émotionnel et que le rationnel ne suffit pas. Ce que l'on comprend de ce point, ce que l'on comprend de l'étude, c'est que depuis que les opérateurs, téléphoniques, banques, etc., retailers, appelons-les de manière générale des opérateurs, proposent des expériences digitales, ils ont très bien rempli une mission. C'est la mission qui a trait à tous les items, appelons-les mécaniques, rationnels, qui sont de l'ordre de l'ingénierie, de la technologie, disons, qui sont de poser les bases de ce qui va faire une expérience satisfaisante. Et cette expérience satisfaisante, elle a trait à, quand je suis un retailer par exemple, mettre les bons produits au bon endroit, que le prix soit clair, que j'ai un process de commande par exemple qui soit clair, ou si je suis un assureur, est-ce que je peux souscrire facilement en ligne, etc. Tout ça, ça marche très bien. Par contre, ce qui marche moins bien, ou là où il y en a des attentes beaucoup moins bien répondues, c'est sur les items irrationnels, sur les items émotionnels. En fait, notre conclusion, c'est que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais notamment dans la distribution, encore plus peut-être qu'ailleurs, on a une dichotomie assez forte entre des items qui seraient chauds, qui seraient humains, qui seraient dans le magasin, qui seraient physiques, et des items froids qu'on a dévolus depuis que les expériences digitales existent, donc au digital, qui seraient des expériences plus froides, liées à des aspects pratiques, de simplicité, de pouvoir faire du shopping 24 heures et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, cette ère-là, elle est terminée. Cette dichotomie, peut-être qu'elle a existé, mais aujourd'hui, les attentes sont aussi hautes en termes d'émotion, donc attendues, dans l'expérience sur le digital, que ça l'est en magasin physique. Donc il n'y a plus du tout ce sur quoi on pouvait se reposer depuis 15 ou 20 ans. Les attentes sont extrêmement élevées en termes d'émotion attendue sur le digital. Ça veut dire qu'il faut revoir beaucoup de choses, puisque avant on avait plutôt mis ça de côté. Alors quand on a creusé ces chiffres-là, et je reviens sur le point de Thierry tout à l'heure, d'essayer de voir, alors tu parlais des plus vieux, je ne sais pas si à 50 ans on n'est pas vieux, enfin je suis le seul visiblement dans la salle, mais en tout cas en dessous de 50 ans, non, tu ne suis pas tout seul, merci beaucoup. Il y en a un qui ose lever le bras. Les plus de 50 ans auraient un comportement différent par rapport à ces attentes que les 18-24 ans ou les moins de 25 ans, pour faire simple. Et intuitivement, on pouvait se dire les plus de 50 ans ont besoin de plus d'accompagnement, de plus d'humain que les 18-24 ans. Et là, encore une fois, totalement contre-intuitif, c'est l'inverse que l'on a constaté dans l'étude. On a creusé ces chiffres-là, encore une fois, entre WinePoint et Aris. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est, en fait, dépendant de l'âge soit, mais surtout du contexte d'expérience digitale auquel vous êtes confronté chaque jour. Quand on a plus de 50 ans, on a plutôt des interactions digitales avec des acteurs du monde traditionnel, click and mortar dans la distribution par exemple. Quand on est à moins de 25 ans, on a une part de sa consommation digitale beaucoup plus axée sur des pure players, sur des marques digitales natives, que quand on a plus de 50 ans. Et du coup, le niveau d'exigence est très élevé chez les moins de 25 ans, et ça décroît pour les plus de 50 ans, enfin jusqu'aux plus de 50 ans, parce qu'on a cette habitude des marques nativement digitales d'inclure plus d'émotions, du langage naturel, de l'effacement de l'interface, que sais-je, qui sont tous les items qui permettent de rajouter un peu plus d'humain, un peu plus d'émotion, un peu plus de relation dans une expérience digitale. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que ça aussi, ça me semblait totalement contre-intuitif. Donc voilà pour le premier enseignement, tout ce qui est fonctionnel, mécanique, etc. Ça marche bien. Pourquoi on parle de réponse de psy? Parce qu'il va falloir faire des réponses beaucoup plus humaines, beaucoup plus centrées sur le cerveau droit, si on veut.
droit que sur le cerveau gauche et la logique. Voilà pour le premier enseignement. Le second enseignement, après. Merci, si tu veux bien. Ok, non, okay, t'as raison, faisons comme ça. Donc, alors, on va tout de suite passer, si vous voulez bien, et parce que nous, on a beaucoup parlé, mais on est là pour vous écouter, vous. Donner la parole à nos intervenants. Alors, prends la parole qui veut sur ce premier item. Est-ce que vous êtes déjà surpris par la part de cette émotion? Je laisse peut-être la parole à Laetitia. Est-ce que ça marche? Ouais. Oui, j'ai été surpris, très honnêtement, en entendant cette première notion. La première chose que je me suis dit, très honnêtement, c'est « Ah, c'est une bonne nouvelle ». C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Tout simplement parce que sur des retailers, donc je me permettrai de parler des retailers, je laisserai la parole aux autres pour les autres secteurs. Sur le côté retail, pendant plusieurs années, on a passé notre temps à nous comparer sur le monde digital avec l'e-commerce, les pure players, et se dire ok, qu'est-ce qu'ils font? Et on doit faire pareil. Si on veut faire pareil, on veut et on va marcher sur le monde du e-commerce. Et en fait, grâce à cette étude, ça me permet de me recentrer un peu dans une logique, le client me dit. Et en fait, le client, il me dit de ne pas copier-coller, tout simplement, mais peut-être de repartir en fait sur ce qui fait les forces de nos magasins. Et nous, en tout cas, aux galeries, l'avantage, c'est que nos promoteurs, c'est les émotions en premier lieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment nos data qui nous font nous dire que la première chose, c'est le côté émotionnel, c'est le petit contact avec la vendeuse, c'est la taille du sapin de Noël, c'est le souvenir quand vous étiez petit, que vous aviez vu les vitrines, c'est toutes ces choses-là. Et dès que je vous dis ça, en fait, il y en a plusieurs, ils ont souri. Ah ouais, ça vous a rappelé des souvenirs, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire, nous, sur le digital. Mais pourquoi on ne le faisait pas? C'est parce qu'on n'essayait pas de le faire, en fait, tout simplement. On avait le défaut d'essayer de copier et coller les fonctionnalités des autres, en fait, tout simplement. Donc oui, ça me parle, et même au-delà, on a commencé à se dire, tiens, il y a peut-être des trucs à écrire là-dessus, pour faire venir le petit sourire. Comme vous avez la vendeuse, vous ne l'aurez pas dans votre canapé, mais peut-être qu'on peut le faire différemment, en fait, tout simplement. Et donc il faut penser ce différemment en question. Oui. Sur cette base-là. Merci beaucoup, Laetitia. Sébastien Limousin, donc d'April. Donc le secteur de l'assurance, c'est pas celui qu'on attribue directement, qu'on a premier en tête quand on pense émotion, ou alors émotion pas toujours positive quand on fait appel à son assureur, a priori. Ou alors je suis seul dans ce cas, mais je ne crois pas. Donc comment... Ce ne sont pas les mêmes émotions que Galeries Lafayette. Voilà, ce ne sont pas les mêmes émotions. Comment est-ce qu'on arrive, ou comment est-ce qu'on arriverait à faire rentrer justement cette dimension-là, émotionnelle, dans une relation avec son assureur, dans son parcours digital? En fait, oui, j'avais deux surprises, mais je vais répondre quand même. Sur les 18-24 ans, c'est pas une surprise que nous, chez April, je vous promets, je ne vais pas parler beaucoup d'assurance, mais on a différentes gammes de produits. Du coup, on parle à des clients très, très différents. On fait de la santé pour les étudiants à l'étranger, donc là, on parle à des 18-24 ans. Et puis, on fait de la santé pour les seniors qui sont beaucoup plus de 50 ans, qui ne sont pas du tout le même profil. Et quand on travaille avec nos études à nous, en tout cas sur les analyses digitales, on a des notes qui sont beaucoup moins bonnes sur les 18-24 ans, ce qui souligne ce que vous évoquez là, alors que c'est là qu'on fait le plus d'efforts. Moi, ce que j'ai coutume de dire à mes équipes, c'est que nos 18-24 ans, quand ils ne sont pas sur nos sites, ils sont sur Amazon, Netflix, avec des usages et des réactivités qui ne sont clairement pas ce que nous on fait. Et les émotions, on les traite mal. Hein. Vous avez vu les notes du secteur de l'assurance. Je ne vais pas dire que nous, on est meilleur que les autres. On les traite mal dans l'assurance, c'est qu'on a fait ce que tu évoquais tout à l'heure. On a commencé par travailler sur les parcours, la souscription, sans relater ce que tu disais, mais voilà. Les gens, quand ils viennent prendre un contrat d'assurance, ce qu'ils veulent, c'est avoir des remboursements vite et bien faits. Et ça, c'est ce qu'on fait en dernier, en fait, dans le digital chez nous. Donc on traite vraiment pas, on n'est pas des acteurs qui traitons bien les émotions, et c'est un vrai sujet dans notre secteur. La bonne nouvelle, c'est que dans ce secteur, on a des axes de progression phénoménaux. Merci, effectivement, on peut le voir comme ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a un truc qui ne vous a pas échappé aussi dans les 6 secteurs qu'on a choisi d'étudier, c'est qu'il y a des secteurs à très forte fréquence d'interaction digitale, avec sa banque, par exemple, moins avec son assurance, beaucoup avec son opérateur téléphonique, beaucoup avec la distribution alimentaire. Donc, question pour Édouard et François, celui des deux qui veut démarrer. Est-ce que cette très forte fréquence que vous avez d'interaction en termes de visites récurrentes, enfin cette forte récurrence, pardon, est-ce qu'elle est un facilitateur justement pour faire passer de l'émotion?
Je vais remonter avant la question. J'ai pas eu une vraie surprise en fait en voyant le résultat, mais parce que nous, dans la distribution alimentaire, on a un autre angle de lecture, c'est que le consommateur moyen qui vient dans les hypermarchés, supermarchés, jardineries qui composent les enseignes, il n'a pas 18-24 ans. C'est pour ça qu'on a la meilleure note moyenne, parce que l'exigence de notre client d'âge moyen de plus de 46 ans, il a une exigence un peu plus faible que ce qu'on a lu. Après, pour revenir à la question sur la récurrence, donc l'alimentation est un business de résilience, donc c'est quelque chose qu'il est nécessaire de nourrir, c'est le cas de le dire. Ce qui fait que le paramètre personnalisation qui est en second rang dans l'étude est plutôt la vraie surprise pour moi, puisque la récurrence, elle implique une notion d'efficacité. Il faut que sur le sujet de l'expérience de course que l'on fait en ligne, ça soit le plus efficace possible. Parce que business de résilience, c'est une quarantaine de lignes de panier à peu près tous les 10 jours. Et si on prend l'angle supermarché, pour rentrer dans les vrais chiffres, c'est 71 € de panier moyen. Et c'est une récurrence qui est entre 14 et 21 jours. Donc le sujet de la personnalisation est, à notre sens, jusqu'à aujourd'hui, l'angle qu'on utilise le plus pour améliorer cette notion d'expérience. Dans l'expérience, on considère deux thématiques, deux approches, un prisme plutôt deux facettes. Celle de l'efficacité, c'est efficace, donc l'expérience est efficace, donc l'émotion n'est pas irritante. On n'a pas levé d'irritant, je ne parle pas des magasins qui les attendent en caisse, je parle vraiment du digital. Et de l'autre côté, le côté émotionnel lié à la nourriture. Donc lié à la nourriture, on a des envies, des découvertes. Donc dans l'alimentation, quand on fait son panier avec sa quarantaine de lignes, il y en a forcément une ou deux qui a un achat de plaisir, qui a un achat de spontanéité, qui a un achat de découverte. Et c'est plutôt par le produit qu'on a essayé de travailler jusqu'à aujourd'hui cette notion d'émotion. Les autres axes, il pourrait y en avoir. On pourrait faire de l'événementiel en ligne, mais quand on présente 48 000 références alimentaires sur un site internet, que l'on expose toutes les 10, 15, 20 jours à nos clients, les latitudes à proposer de l'émotion, elles sont quand même assez limitées. Donc il y a des axes que l'on peut travailler sur la notion du contenu, améliorer la proximité entre l'artisan agriculteur, l'artisan éleveur, l'artisan boulanger, les incarner dans une proximité un peu plus accessible sur un site internet par définition assez froid, fait partie des axes d'émotion, puisque la désincarnation du site internet est l'argument qui est donné au magasin pour justifier d'aller se déplacer dans le magasin. Donc l'émotion joue plus là-dessus, avec la particularité, je la répète pour terminer là-dessus, c'est que les 18-24 ans, ils ne sont pas chez nous. C'est l'un des sujets d'ailleurs. Et ils ne sont pas chez nous. Ce qui est intéressant de voir, c'est que leur exigence est plus forte. Mais par rapport à l'autre population qu'on met en confrontation, donc les 50 ans et plus, ce sont des populations qui se sont éduquées, qui ont appris avec le digital, alors que les 18-24 ans, ils sont nés avec. Donc les référentiels de comparaison, alors je ne parle pas de l'émotion, là je vais plus loin, ce n'est pas du tout les mêmes. Les générations Airbnb, la génération Uber, la génération TikTok, l'instantanéité, la spontanéité, le temps moyen d'attention fait que ce sont des exigences qui doivent être assouvies beaucoup plus rapidement. À l'inverse, des 50 ans et plus, qui ont une indulgence qui est née du fait qu'ils ont découvert et utilisé le digital avec des référentiels qui sont un peu moins, je pense, étalonnés. Avec aussi peut-être le fait que d'abord les choses bougent assez vite finalement, et que ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, par définition, ils en avaient 40 il y a 10 ans, et ceux qui en ont 40 aujourd'hui, dans 10 ans, ce seront vos clients, ou dans 5 ans, ce sera vos clients, et qui auront été habitués. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que la part des plus de 50 ans dans la croissance de l'e-commerce est la part, pardon, je m'exprime très mal, la croissance la plus forte d'acheteurs se trouve sur les plus de 50 ans, puisque les autres sont déjà très très bien installés et forts consommateurs, mais la plus grande part de consommation est chez les plus de 50 ans. Donc il va peut-être s'agir à eux aussi de leur offrir les émotions qu'ils attendent. Et c'est marrant ce que tu disais sur le site web étant intrinsèquement froid. Il semblerait qu'on ne veuille plus de cette froideur. Il va falloir trouver autre chose peut-être. Oui, c'est l'enjeu, c'est la préférence. La préférence de la destination en ligne de telle marque par rapport à telle autre. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre des courses sur un Oura, un Carrefour, un Cora, un Leclerc La préférence de marque, elle joue sur quoi? Malheureusement, dans le contexte dans lequel on est, elle joue sur l'économique.
elle joue sur le tarif, elle joue sur la performance et le tarif pour que l'ensemble soit bien exécuté à un bon prix et au meilleur prix pour des questions de résilience non seulement alimentaire mais économique. Après, le levier de croissance, effectivement, comme on a une population qui est entre les 45 et jusqu'à 70, 72 ans, c'est de les garder et d'en acquérir des nouveaux. Donc là, je vais au-delà de l'émotionnel, hein, puisque très basiquement, je rappelle juste que la grande distribution, c'est ce qu'on appelle dans notre secteur du penny business, c'est-à-dire que ce sont des très gros volumes et des toutes petites marges en finalité. Donc qu'est-ce qui fait la survie de ces business-là? C'est d'avoir la récurrence des clients et du panier moyen. Donc effectivement, c'est ces populations-là qu'on travaille, la conversion de l'alimentaire avec toutes les batailles qu'on a eues sur la livraison à domicile et que l'on a encore et qui vont arriver avec d'autres acteurs qui vont venir chahuter, notamment la région parisienne, des acteurs néerlandais. C'est la qualité d'exécution et la largeur justement du profil de consommation. Donc en fait, c'est le merge de ce que l'on voit avec du Uber Eats, Uber Eats et Gorillaz et autres quick commerce, et du traditionnel cybermarchand en ligne qui est Oura et qui n'a pas bougé depuis 15 ans. On va parler de ce point-là sur la livraison tout à l'heure. Ok, merci. François, chez un opérateur téléphonique, est-ce qu'on arrive à faire rentrer de l'émotion dans la relation digitale grâce à la récurrence ou à la fréquence? Alors nous, il y a déjà une émotion. Alors, on est très mass market et effectivement, c'est du primo-accédant à 12 ans jusqu'à sa fin de vie. Finalement, il est équipé d'un mobile aujourd'hui. Nous, on part avec un gros handicap, c'est qu'il y a un manque de confiance énorme dans les télécoms, et on l'a vu. Hein, pour tout le monde, on est des voleurs, on prend les gens pour des pigeons. Et donc nous, les gens, ils viennent chez nous pour 3 moments. Ah oui. Mais en plus, nous, c'est bien claimé. Ils viennent pour 3 moments, ils viennent pour venir pour acheter. Donc là, à nous de travailler des preuves un peu sur des biais cognitifs, sur le social, dire les gens parlent de notre produit, ils en parlent bien dans notre offre. Et donc ça, on essaie de le mettre en avant. C'est aussi de trouver des espèces de labels, des preuves sur des choses un peu plus institutionnelles. On est premier de la relation client, on essaie d'aller chercher des espèces de claims avec des référentiels qui parlent à tout le monde, comme le service client de l'année, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc nous, on claim premier sur la 5G, on est avec des notions de classement. Ça, c'est des gens où quand les gens arrivent sur le site, ils se disent oh, on est chez des gens sérieux, les produits sont bien notés, ils sont bien vus sur le marché. On essaie en tout cas, et donc c'est un peu la course, le bal des menteurs, parce que finalement, si on va entre Bouygues, Orange, Free, SFR, on est tous premiers sur quelque chose, parce qu'on essaye d'aller chercher un peu ce côté cognitif, et on retombe d'ailleurs un peu dans ce truc de vous êtes tous des menteurs. Mais en tout cas, quand on le regarde unitairement, on travaille sur ces biais connectifs-là. Ça nous permet aux gens de venir. Donc ça, il faut que ça soit beau. Je pense que dans le sujet aussi, comment on recrée du truc, c'est il faut de l'hédonisme, il faut que ça soit séduisant, il faut que les gens ils aient une émotion. Vous allez sur apple.fr, ça met tout le monde d'accord, c'est assez exceptionnel. Le produit est beau, le site est beau. Donc déjà, dans les biais qu'il faut qu'on ait, il faut que ce soit beau. Et puis après, quand ils viennent pour regarder leur consommation. Donc il faut que les basiques soient bien faits. Est-ce que je suis hors forfait? Quel est le prix de ma facture? Et puis après, ils viennent quand il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut que notre site il soit bon sur la mise en relation et pas que le lien pour parler à quelqu'un, c'est-à-dire le site web, il n'est pas là pour faire des économies sur du personnel, il est là pour créer un lien avec le client et ce lien, de le transférer potentiellement soit vers un magasin, soit vers un conseiller. Et donc il faut qu'on soit transparent sur se dire le digital doit nous servir à de la mise en relation. Et donc ça, on travaille beaucoup, ça marche pas mal. Plus on met en avant finalement le côté SFR.fr, c'est d'abord un conseiller, et il y a un conseiller et un humain derrière, ça marche bien. Donc c'est un peu sur ces 3 aspects-là qu'on essaie de travailler. Et donc vous arrivez à faire passer le fait qu'il y a un conseiller derrière, que derrière cet écran, il y a quelqu'un. On l'assume en termes de coûts, de staffing, et ça marche bien. Et on le fait de 2 manières. Il y a des gens, ils n'ont plus envie d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc on le fait soit en chat, parce que voilà, vous êtes au bureau, vous voulez régler votre problème, ou au téléphone pour les gens qui ont envie de parler avec un mec et se défouler. Ne serait-ce que d'ouvrir le champ des possibles, c'est déjà important. Merci à tous les 4. Il y avait une question, tu voulais sur ce point, Thierry? Je voudrais ajouter quelque chose sur le problème d'âge. Merci. Dans le e-commerce, en fait, ce qui s'est passé,
Bref, merci. Avec la crise sanitaire, en e-commerce, ce qui s'est passé, c'est que tous les bataillons de personnes de plus de 50 ans sont venus renforcer en fait la clientèle du e-commerce. Et aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est que c'est les jeunes. Non seulement la consommation en e-commerce baisse, c'est des indicateurs qui nous laissent entendre que les jeunes achètent de moins en moins en e-commerce, et au-delà de ça, et c'est très récent ces résultats-là, et au-delà de ça, c'est même la confiance dans le numérique en général et le e-commerce en particulier qui baisse, c'est cette population-là. Donc je livre ça à votre jugement. Il y a une espèce de basculement qui est en train de s'opérer en ce moment entre la population jeune qui drivait avant le digital, la découverte, enfin le marché tout simplement, qui commence à vraiment s'étioler, voire se renverser, quoi. Merci Thierry. On va passer sur le second enseignement du coup majeur de cette étude. On ne laisse pas bébé dans un coin. Est-ce que je peux demander qui a la ref? Vous pouvez lever la main ceux qui ont la ref? Très bien, je ne suis pas le seul boomer là. Ref, que l'on doit d'ailleurs à Claudia qui est assise ici, merci pour ce titre, et Claudia et Farah aussi que je vois assise derrière, qui ont beaucoup travaillé sur le fond de l'analyse de l'étude. On ne laisse pas bébé dans un coin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fort sentiment d'abandon, c'est ce qui sort de l'étude, de la part de vos clients, pas que des vôtres, hein, il y en avait 70 enseignes interrogées bien évidemment, mais dans l'ensemble des secteurs, et de manière assez homogène et assez puissante, à un moment très particulier du parcours d'achat, qui est, puisque je vous le disais tout à l'heure, on a étudié des secteurs, des entreprises, mais aussi l'expérience digitale et sa satisfaction, et les critères qui font ou ne font pas la satisfaction tout au long de ce parcours, et à un moment très très particulier. Le moment très particulier, c'est celui de l'immédiat, ce qu'on appelait l'immédiat post-achat, dès qu'on a un besoin de rentrer en relation. Tout ce qui se passe avant, si on peut passer sur la suivante, tout ce qui se passe avant, on va le voir là, sur le graphique sur la distribution spécialisée, c'est pas que les Galeries Lafayette, hein. C'est beaucoup d'acteurs qui sont interrogés, mais on prend celui-là parce qu'il est à la fois, c'est peut-être le plus marqué. En gros, on voit en abscisse les différents moments du parcours d'achat. On ne parle pas de la fidélisation long terme, qui serait encore plus à droite, qui aurait des bons scores. Avant l'achat, il n'y a pas de problème. On est plutôt satisfait, on a des interactions digitales, ça se passe bien. Au moment de la souscription, au moment de l'achat, tout ça, ça se passe très très bien. Au moment du post-achat lié à un suivi de consommation chez un opérateur d'énergie, par exemple, chez son fournisseur d'énergie ou chez son fournisseur téléphonique, etc., tout ça, ça se passe pas mal. Par contre, il y a un moment où j'ai, encore une fois, je parle de corrélation, où j'ai un besoin de rassurance, un besoin de faire confiance, un besoin d'interaction. Donc on est, comme dans le premier cas, comme dans le premier enseignement, sur des items extrêmement émotionnels. J'ai besoin de quelque chose et j'ai besoin de rentrer en relation parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être dans le cadre de la... Qu'est-ce qu'on avait comme exemple dans le cadre de la banque, qui n'est pas représentée dans cette table ronde aujourd'hui. Dans le cadre de la banque, je prends un contrat dans une néobanque et j'ai besoin de transférer mes comptes. Et là, je n'ai pas bien lu ce qui s'était passé au moment où j'ai passé où j'ai pris ma souscription, où j'ai pris un compte dans ce nouvel opérateur bancaire, et je ne sais pas, est-ce que cet acteur, il sait agréger des comptes, etc. Toutes ces questions-là, tout d'un coup, il n'y a plus personne, et on se sent abandonné en race campagne. Et ça, c'est un truc qu'on peut corriger aussi. Et là aussi, on parlait tout à l'heure des efforts qui ont été faits par les opérateurs de manière générale, il y a des moyens qui ont été mis, on reviendra là-dessus juste après. Et il y a un moment donné où on se dit, bon, on est laissé tomber, abandonné. Et ce qui est très très marquant, c'est l'impact de ça sur la satisfaction. C'est-à-dire que, évidemment, ça fait un creux, ça fait un trou dans un chaînon manquant, disons, mais la tellement faible satisfaction sur cet item-là impacte la totalité de la chaîne. Et tous les efforts qu'on a fait avant, je pense qu'on peut même le vivre chacun en tant que consommateur. Le moindre petit grain de sable a un impact sur la totalité de la chaîne de recommandation aussi. Donc voilà, là on est sur un facteur dont on voit que est très très fortement corrélé à la satisfaction globale. Et je reviens sur ce que disait Thierry tout à l'heure. On a deux items majeurs qui impactent la satisfaction. C'est la confiance et la simplicité. Et la confiance, si on se le met juste en tête, et je parlais tout à l'heure de cerveau droit, cerveau gauche, on est quand même sur un item, la confiance extrêmement liée à des facteurs psychologiques, émotionnels. On n'accorde pas sa confiance à tout le monde. Si on fait le parallèle qui est peut-être un petit peu
trop vulgarisant avec une relation de couple. La fidélité, c'est important. La fidélisation, c'est important. La confiance qu'on donne à l'autre ou dans une relation d'amitié, la confiance qu'on donne à quelqu'un, on ne la donne pas tout de suite. On la donne quand on la donne pour longtemps. Et quand on est déçu, on est très, très fortement déçu. Donc, encore une fois, ce que nous dit cette étude, c'est que le digital se rapproche de plus en plus de l'humain dans les comportements que l'on attend du digital. Donc, question pour vous quatre, peut-être pour toi, Laetitia, pour démarrer. Est-ce que toi, tu constates, alors peut-être pas directement dans les Galeries Lafayette, mais tu connais bien tout le secteur de la distribution, est-ce que tu constates cet abandon, ou ce sentiment d'abandon, cette perception d'abandon que peuvent vivre les clients sur les médias post-achat? Oui, tout à fait. Et je dirais, en fait, c'est probablement peut-être le défaut de l'ensemble des entreprises du retail sur la partie e-commerce, où on a raisonné très très longtemps sur des notions de KPI. Et les KPI, c'était quoi? C'était acquisition, budget d'acquise, dans tous les sens. Ça allait faire venir du nombre de visites, ça parle, je pense, à tout le monde. Tous à regarder ça. Le taux de transfo, forcément, à fond, à regarder. Comment je vais augmenter mon taux de transfo? Et en fait, cette problématique, elle n'est pas retraduite, en tout cas chez nous, par un KPI qui nous permet de le mesurer et de nous dire il y a un truc. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que ça peut se lire à travers des notions de NPS. Et même, finalement, c'est peu lisible parce que la relation à la marque versus cette expérience, elle est peu transformable en un indicateur. Cependant, ça ne veut pas dire, de mon côté, que ce n'est pas important, parce que c'est probablement peut-être un élément de différenciation, tout simplement, toujours, avec certaines autres marques, où c'est le petit truc en plus, en fait, dans une logique un peu basic, better, best, où vous vous dites, si je suis là à ce moment-là, et notamment si le client en fait a cette inquiétude, c'est au moment où il a une émotion un peu forte d'inquiétude ou de peur, où il s'est trompé, si je suis là au rendez-vous, là je vais marquer des points pour des notions de revisite. Et pour attaquer ce sujet-là, pour moi, le premier point, c'est probablement de se dire, ok, mais comment je le travaille en termes de mesures, comment je fais un petit peu évoluer ma façon de piloter le e-commerce, avec en sortant un peu de mes indicateurs classiques qui font passer à côté de ces moments clés. Pardon. Sébastien, peut-être, de ton côté, sur une fois qu'on a souscrit son assurance, qu'on n'a pas de problème, on a quand même potentiellement des questions? Alors si, on a exactement le même phénomène. Nous, il y a un sujet où on essaye de le traiter, parce qu'en fait, en plus en assurance, à la différence des autres secteurs, c'est que le client, il souscrit chez nous, et dans beaucoup de cas, il n'a plus besoin de nous, et tant mieux d'ailleurs. Donc, non seulement on essaie de digitaliser la souscription, mais on n'est pas bon sur ce que nous, on appelle l'onboarding, et en plus, il n'y a pas beaucoup de contacts. On a un produit où on a une exception, c'est l'assurance santé, parce que l'assurance santé, ça couvre les lunettes, les médicaments, etc. Et là, il y a vraiment de la fréquence. Et c'est paradoxalement le produit sur lequel on a le plus travaillé en digital de notre côté, avec des apps pour le suivi, etc. Et c'est celui où on a le plus fort taux de chute. Et pour revenir à ton sujet sur les KPIs, quand on a travaillé sur les taux de chute, on s'est rendu compte qu'en fait, le sujet, c'est, je vais revenir sur le discours du garagiste et du psy, quand on prend un jeune de 18-24 ans qui souscrit un contrat santé chez nous, c'est parce qu'en gros, il va chez le dentiste le lendemain. Et sauf qu'on lui explique qu'il est remboursé en pourcentage du BRSS de la sécurité sociale, enfin des trucs incompréhensibles. Et lui, c'est pas du tout ce qu'il attend. Donc on a commencé à travailler vraiment sur l'onboarding, sur nos apps, sur ces sujets-là. Et effectivement, c'est un KPI qui n'est pas facile à suivre. Donc en fait, comment on le suit, on étudie nos taux de chute derrière. Mais ce que je dis là, c'est un bon exemple qu'on est en train de travailler, mais ça reste une exception dans notre domaine. Et si vous avez présenté l'assurance, ça aurait été pareil, voire pire. On est très très mauvais dans ces phases justement. Et nous, vraiment, je le redis, on n'a pas beaucoup de fréquences. Les clients ne reviennent pas chez nous, à part sur ces produits-là. Et c'est des vrais axes, des vrais leviers. Question pour toi, François. Et pour rebondir sur un point de Laetitia, je ne me souviens pas exactement de tes mots, mais je crois que tu as dit à peu près, on part de loin aujourd'hui. Est-ce à dire qu'en faisant peu, on va tout de suite marquer un différentiel fort? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu imagines, que vous avez déjà mis en place chez SFR, sur cette partie justement de demande, de réclamation, d'attente déjà? Est-ce que tu le constates? Et si oui, est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait faire peu pour réussir à embarquer de plus en plus de clients dans une expérience satisfaisante? Sur la partie post-achat, je pense que ce qu'on fait pas très bien et qu'il faudrait qu'on fasse plus, c'est maintenir au courant quasiment au quotidien de ce qui se passe après ta commande, parce qu'il y a de la fraude, il y a des contrôles fraude, il y a plein de choses, et quelquefois
tu as acheté un truc 1300 € et tu te demandes si tu vas vraiment l'avoir parce que y a plein de trucs. Donc je pense qu'il y a le côté un peu real time que le web doit vraiment apporter. Ne vous inquiétez pas, votre commande est toujours en cours de traitement. Quitte à le répéter, à le refaire plusieurs fois au fur et à mesure. Et une fois qu'il est devenu client, quand il a un problème, nous on y répond de manière assez basique. On a mis un bot, il fait de l'aiguillage, soit vers des choses sur lesquelles il sait répondre ou il sait faire, soit il renvoie vers un conseil comme je disais tout à l'heure. Mais là où quand on regarde la nouvelle génération, tout le monde fait du chat GPT, des choses comme ça, et là nos bots, franchement, ils sont loin. Ils sont très très loin dans le... Ils parlent pas bien par rapport à ce que fait ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, je pense on pensait qu'on était pas mal et on est assez loin par rapport à tous ces IA conversationnels. Donc on a un gros challenge, je pense, sur les 2-3 années à venir pour se dire comment on arrive à remonter la pente et être capable de se dire, parce que c'est en train de créer un nouveau réflexe, finalement, chez les nouveaux. Déjà, les gens les moins satisfaits sont pas contents, mais en plus, maintenant, ils jouent avec ces trucs-là. Alors, nous, on leur sert un bot, même si c'est lié à Google, que c'est bien fait, on est loin. Donc, on a des gros challenges là-dessus. J'ai pas forcément la réponse. Je pense que ça sera de se dire comment on arrive à utiliser un peu ça, un peu plus. Et donc, dans les choses un peu dans lesquelles on va essayer de répondre, c'est aussi peut-être les gens mettent plus de la vidéo, peut-être parler avec un conseiller de manière vidéo. On le faisait un peu en SAV pour que tu puisses filmer ton installation. Demain, c'est avec un conseiller en boutique aussi. Et de se dire, c'est pas forcément pour qu'il te vende quelque chose, mais pour que derrière, il y a un contact humain. Parce que si on n'est pas bon sur le bot, derrière, dire, bon, bah, on débraye quand même sur un humain et au moins, là, il y aura une vraie réponse. Voilà. Très clair, merci. Édouard, est-ce que vous êtes impacté par ça de votre côté ou oui, complètement, de par déjà la récurrence et ensuite parce que un panier alimentaire, on l'attend à une heure donnée, donc il y a une promesse derrière. Oura, c'est 15 minutes près sur le créneau, qui est un positionnement qui est défendu depuis plusieurs années par Oura, qui exécute bien sa logistique en conséquence. D'ailleurs, ça se traduit dans les notes. Le fait que ça baisse derrière, je m'attendais, et c'est une surprise, à ce qu'on ait une chute plus importante, parce que hormis la notion de qualité d'exécution du service pour qu'il soit à la bonne heure donnée et que les packs d'eau soient montés jusqu'au pas de la porte ou pas en fonction des promesses qui peuvent différer entre Oura et les autres, entre Cora et les autres, entre Truffaut et les autres, on a un autre paramètre dans l'alimentaire qui est l'intégrité de la commande. C'est-à-dire que quand on achète un produit parmi la quarantaine qu'on se fait livrer tous les 15 jours, il y a un taux, ce qu'on appelle de substitution, lié à un taux de rupture, qui est assez important. Donc on génère une déception si cette substitution elle est mal faite. Elle est faite a posteriori de l'achat, pas forcément sous consultation systématique du client. On a testé plusieurs choses, c'est quand même assez complexe de gérer cette partie. On crée une émotion négative. C'est-à-dire que le contrat de vente, il n'est pas totalement intègre, il n'est pas parfait. Donc, a posteriori de l'achat, le facteur logistique et le facteur intégrité de la commande sont des sujets qui sont regardés de près. Et donc, le cycle de vie client complet fait partie des indicateurs absolument nécessaires à lire, et non pas uniquement ce que tu disais tout à l'heure, le nombre de clients, le nombre de transformations et le nombre d'expéditions. C'est le nombre d'expéditions intègres, le nombre d'expéditions à l'heure, le nombre de manifestations sur l'intégrité, etc. Alors, pour partager une expérience qu'on doit avoir en commun, je pense, enfin, en tout cas de ma vie chez Monoprix, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Monoprix sur la partie digitale, il y avait un indicateur sur la conformité des commandes dont tu parles, sur lesquelles la logistique était très contente parce qu'ils disaient on a 1,8% d'erreurs. Et en fait, ça c'est un indicateur logistique. Et quand on demandait aux clients combien de commandes arrivent complètes, parce que c'est ça qui a intéressé le client, c'est par ça qu'il jugeait, il y a que 60% des commandes qui arrivaient complètes. Donc les deux indicateurs sont vrais, mais il y en a un qui montre qu'il y a 40% de clients qui arrivaient et qu'il n'y avait pas de Nutella ou il n'y avait pas de couche. Et ça ne veut pas dire 1,8%. Dans un chiffre logistique, on ne voyait pas ça. On ne voyait pas la satisfaction. En culture digitale et en particulier sur les notions d'expérience client, le KPI taux de rupture est une aberration. Parce que c'est un KPI qui illustre de manière quantifiée un problème. Donc évidemment, il faut qu'on vise sa réduction. Donc ça peut être un indicateur lu dans ce sens-là, mais ça fait plus de 10 ans que la distribution alimentaire suit cet indicateur. Il n'y en a aucun aujourd'hui qui a essayé de faire en sorte d'éviter que la rupture arrive. Alors qu'on a les technologies aujourd'hui, on parlait de ChatGPT, en amont, il y a toute la data de production, qu'elles soient en logistique pour l'alimentaire ou dans les autres secteurs, permet de travailler en amont la prédiction de la rupture pour l'éviter. Donc on présente un site internet, là on revient sur la personnalisation, qui est l'élément qui m'a le plus surpris aujourd'hui dans l'alimentaire. La personnalisation est le paramètre premier pour défendre une expérience qui soit la plus confortable, la plus parfaite possible. Si le client il arrive sur le site et qu'on sait quel est son profil de consommation par son historique, et là le monument de data qu'on a derrière dans la grande distribution est un trésor, on peut grâce à ces modèles data lui proposer, avant qu'il le mette au panier,
un produit qui sera disponible, plutôt que de lui afficher un produit qui sera potentiellement pas disponible, parce qu'on est capable de le prédire. Donc ça, c'est une des irritations de mon quotidien aujourd'hui, quand on confronte les notions de performance opérationnelle et celle de l'émotion. Si je rebondis, ça me fait penser également qu'il y a peut-être aussi un sujet là-dessus, aussi bien dans la distribution alimentaire que chez nous par exemple, c'est qu'il y a un aspect aussi de moment. Si par exemple en tant que client j'ai un super dîner ou j'ai le réveillon, j'ai une attente encore plus forte sur ce type d'achat, parce qu'en jeu derrière c'est le réveillon avec 10 invités qui m'attendent, etc. De la même façon, nous on vit la chose aussi à des moments clés dans l'année. On a eu des cas clients aussi exceptionnels sur des logiques avant Noël, où vous avez des personnes qui vous appellent toutes les heures en voulant savoir s'ils vont recevoir le cadeau à temps, etc. Parce qu'ils ne voient pas annoncer à leur enfant ou leurs parents ou leur tout ce qu'ils veulent que non, il n'y aura rien au pied du sapin. Comme dans d'autres moments, des choses aussi de bijoux pour des fiançailles ou ce genre de choses, où aller annoncer à la personne qu'elle ne l'aura pas en temps et en heure, elle a tout organisé. Donc il y a un aspect également où en fait on a tendance aussi à avoir en fait un comportement un peu de masse et un peu toujours linéaire, alors qu'il y a des moments clés dans la tête de nos clients et puis il y a des périodes clés sur lesquelles on devrait peut-être aussi avoir une approche un petit peu différente, parce que là on marque, je pense, des points énormes si on est là au rendez-vous pour le réveillon et pour ces moments de vie. Alors c'est intéressant parce que vous avez commencé, enfin tu as commencé Laetitia tout à l'heure sur ce point-là, à nous parler de KPI. Toi Edouard, tu termines aussi en parlant de KPI. Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'on ne les utilise pas? Est-ce qu'on n'y a pas pensé? Est-ce qu'on les a suffisamment intégrés dans vos réflexions, dans vos roadmaps, etc., dans vos mesures de performance? Dans le retail, on a historiquement le chiffre d'affaires par mètre carré. Certains ont proposé l'expérience par mètre carré, qui se mesure maintenant. On sait, je fais le lien avec notre premier enseignement de l'étude, qui était laisser plus de part à l'émotion dans le digital. On sait aujourd'hui mesurer la valeur d'une expérience. C'est pas simple, c'est pas habituel. Est-ce que vous pensez que les freins sont liés au fait qu'il est difficile de définir ces indicateurs, ou alors qu'ils existent, mais qu'on n'a juste pas pris l'habitude, on n'a pas fait la transformation nécessaire, ou on n'en a pas suffisamment la valeur? C'est sûr, quand on est dans le retail et que ça fait 150 ans qu'on vend quelque chose et qu'on a du chiffre d'affaires par mètre carré et qu'on empile des paquets de chips jusqu'au plafond, c'est pas facile de se dire qu'on va pas passer à autre chose. D'où vient la difficulté finalement? Alors, je vais peut-être rentrer dans les stéréotypes, mais pour parler du secteur de la grande distribution, depuis sa création, sa naissance dans les années 60, c'est un business qui a toujours été drivé par le produit. C'est-à-dire que l'offre de valeur, quelle que soit l'exploitation qu'on en fait, l'expérience qu'on en fait, le contexte dans lequel on la met, c'est une offre produit. Tout est drivé par le produit, et depuis les années 60, encore aujourd'hui. Ce qui fait que mécaniquement, la structure de l'entreprise et son opération, son management et sa stratégie a une part de pouvoir accordé au produit tel que ce sont les achats, en gros, qui font rayonner le reste de la performance. Donc une fois qu'on a pris cette photo en tête, l'enjeu c'est d'essayer de faire en sorte de faire venir la culture client. Et tu regardes le format d'un hypermarché, ça se dit assez simplement, c'est rond-point, parking, caddie, galerie, rayon. Là, on prend le chemin du flux entrant du produit, on n'a jamais parlé du client. C'est marrant d'entendre ça de la part de distributeurs, parce que c'est ce qu'on entend plutôt de la part des industriels. C'est pour ça que je te disais... Vous avez le lien client depuis, j'étais vous pendant 20 ans, mais le lien avec le client, intrinsèquement, les galeries, la grande industrie alimentaire, les opérateurs téléphoniques, le lien il est direct avec le client. Les industriels, ils ont eux, des distributeurs, en l'occurrence, en intermédiaire. Vous, une partie pour les assureurs, c'est une partie en direct, une partie via des intermédiaires. Mais qui mieux que vous pour inclure ces KPI, puisque vous avez le lien direct, pour le faire maintenant? Ce sont les enjeux du moment, c'est-à-dire de limiter la distance qu'il y a entre le segment digital, le secteur digital, les équipes digitales, le canal digital, on peut les appeler comme on veut, et les magasins. Donc le fait que l'on parle de direction e-commerce dans un retailer, en particulier alimentaire, est une aberration. Parce que le client, il est des deux côtés, voire même il prend sa voiture pour venir dans le centre commercial retirer son drive.
Donc l'enjeu, il est là-dessus, c'est de partir en fait de ce stéréotype qui est établi qu'aujourd'hui, la puissance dans la grande distribution qui l'anime le plus au quotidien, c'est d'avoir l'offre disponible au bon prix, et donc tout ça avec une hégémonie des achats. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que tout sous le même toit implique que l'on a des centaines de milliers de références en stock dans un magasin de 10 à 12 000 m² quand on parle d'un hypermarché. Et qu'en en paradigme de ça, la vue et les opérations et les actions et les efforts qu'on doit faire de prendre le flux produit dans l'autre sens et prendre le flux client est un apprentissage depuis 5-10 ans, grâce auquel d'ailleurs les distributeurs bougent, puisque quand on revient sur la notion de pure player en digital, les KPI étaient le seul moyen, d'ailleurs on voit, ce sont des KPI, et le seul moyen de lire quelle est la performance, qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit émotionnelle, voire qu'elle soit financière. Donc à partir du moment où on a établi ces instruments de mesure, on est capable d'aller convertir cette vue produit avec un juste mix pour que la vue client prenne le pouvoir ou reprenne le pouvoir qu'elle doit prendre. Je vais juste terminer par un illustratif assez représentatif. Quand on demande la satisfaction, on est en train de refondre toutes les lignes de caisse, c'est-à-dire que les lignes de caisse format années 60, c'est 100 lignes de caisse. Donc là, je prends un exemple, donc dans le sud de la Belgique, un magasin, il a 100 caisses. Il fait 12 000 m², 100 caisses. Vous n'avez jamais vu, je pense, dans votre vie d'adulte ou même d'adolescent, c'est 100 caisses ouvertes. Donc ces 100 caisses, c'est une aberration commerciale aujourd'hui. Et donc on doit aménager ces 100 caisses pour proposer une expérience qui soit adaptée au contexte économique, au contexte générationnel aussi, et aux différents profils clients. Donc en face de ces 100 caisses, qui caisses tapis traditionnelles, 100 à l'unité, 100 par magasin dans les années 60, aujourd'hui c'est plutôt combien on en met pour quel type de clients qui sont soit assistés, caisse blabla, soit traditionnels, tapis, soit self-checkout, soit carrément cash and go, enfin le pay and go avec son application. Là, on commence à rentrer dans une approche client. Quels sont les flux? Comment on les mesure? Donc on revient avec la culture digitale, comment on les mesure? Quand on demande sur les pilotes que l'on a lancés, quel est l'avis des clients sur ces nouveaux aménagements? L'avis des clients, il est posé à la sortie de la caisse. Il n'est pas posé avant d'arriver en caisse, illustratif. Donc c'est cette vue d'ensemble du parcours client, qui est une vue en fait systémique. Le client est un prospect-bus, c'est un automobiliste, il ressort, il est nourri avec son caddie, n'est pas appréhendé de façon systématique, mais c'est là où la grande distribution fait beaucoup d'efforts depuis 5 ans, en apportant cette culture digitale sur la notion de client. Donc effectivement, on est les meilleurs lotis en volumétrie de data, en volumétrie de flux, en volumétrie de produits, mais on n'est pas les meilleurs exécutants aujourd'hui, ça c'est avéré. Et donc en fait, on peut dessiner, en tout cas c'est une conviction, on peut dessiner une voie de sortie par le haut dans cette ère de l'émotion, de l'expérience, etc., en se disant que en plaçant les KPI au cœur de la démonstration marchande, puisqu'on est dans la marchandisation de quelque chose, là, on vend tous quelque chose, réussir à démontrer la valeur de ça par des KPI serait un moyen de convaincre finalement des boîtes qui sont drivées par de la valeur purement transactionnelle. Les autres alternatives, c'est les publications sur les avis conso, sur les Google, sur les TripAdvisor, sur tous les autres qui vont faire rayonner une irritation de marque qui n'est pas bonne une fois qu'elle est exprimée. Laetitia ? C'est des nouveaux KPI et c'est aussi un nouveau mindset dans l'entreprise, donc une logique un peu d'orientation un peu plus différente pour que l'ensemble des collaborateurs les acceptent, les suivent et jouent avec, en fait, tout simplement. Parce que du chiffre pour du chiffre, sans accompagner ce changement aussi de prisme, peut faire quelque chose d'un petit peu décorrélé. Mais je confirme, distribution spécialisée, on est exactement dans le même cas. On a démarré totalement dans une logique produit. Pourtant, c'est surprenant. Oui, on savait penser client uniquement pour d'événementiel. Pour Noël, on pensait client. Ça, on ne pensait que client pour Noël. Par contre, dans la vie de tous les jours, sur beaucoup de sujets, c'était produit. C'est une culture d'entreprise. Oui. Parce qu'il y avait des produits, on devait proposer les plus beaux produits, et puis le client, et ça passe par même dans la journée, le nombre de fois où vous entendiez le mot client dans une entreprise, il était très faible, en fait. Maintenant, c'est très à la mode. Donc après, c'est le placer au bon moment et dans le bon sens. Il ne faut pas non plus que ça soit un effet trop de mode, pour le coup. Merci beaucoup. On va passer au troisième et dernier enseignement synthétique de cette étude. Encore une fois, on va éviter de vous passer les 300 slides qui ont amené à cette conclusion. Qu'est-ce qu'on entend par non, rien n'a changé? Il y a quasiment un client sur deux dans les 3220 clients interrogés
sur la satisfaction qu'ils ont et les interactions qu'ils ont avec leurs expériences digitales chez les 78 entreprises interrogées. Quasiment un client sur deux ne voit pas d'amélioration depuis 3 à 5 ans. C'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur pour nous les premiers, c'est dur pour vous aussi les premiers. Un client sur deux. Alors on peut se dire qu'il y en a un sur deux qui a vu une amélioration. Il y en a quasiment un sur deux qui n'a pas vu d'amélioration et pourtant... Arrêtons d'investir. Il faut le prendre comme ça. Il ne faudrait pas qu'il change, il faudrait que ce soit les mêmes quand même qu'on interroge. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de ne pas percevoir d'amélioration depuis 3 à 5 ans? Pourtant, force est de constater que vous avez tous mis des ressources, des moyens, votre intelligence, des équipes, des consultants de haute volée. Et pourtant... François, un commentaire? Ah, là, très bien. Merci pour eux. Et pourtant, 1 sur 2 ne voit pas d'amélioration. Alors, on a creusé encore une fois ces chiffres avec Harris, on les a déjà pris pour nous-mêmes, on les a pris pour nos clients, on a creusé le truc parce que c'est quand même un peu vexant. Et ce qu'on y trouve derrière ça, c'est d'abord une augmentation de l'attente globale qui a monté justement encore une fois parce que le paysage digital a changé et que ce ne sont plus seulement Fnac et Darty, etc. Et que bon, il y avait Amazon depuis longtemps, mais le niveau global a monté et tout le monde ne s'est pas aligné sur ce niveau global. C'est un premier point. Deuxième réflexion que je vous soumets, est-ce que les efforts, puisqu'efforts il y a eu, est-ce qu'ils ont été mis au bon endroit? Et troisième réflexion, est-ce que l'inclusion du client dont on parle depuis tout à l'heure, de son expérience, de ses attentes, est-ce qu'elle est incluse? Est-ce que oui, le client est inclus suffisamment tôt dans la réflexion? Je ne parle pas de tester des choses qui sortent dans la distribution alimentaire, du click and collect versus du shop and je ne sais pas quoi, mais simplement de le penser avec les clients en amont, et pas seulement avec des analytics froids, mais justement avec les items chauds dont on parle. Donc peut-être première question, encore une fois pour Laetitia, est-ce que est-ce que tu as le sentiment que tous les efforts qui ont été mis au bon endroit? Est-ce qu'ils ont produit les fruits que tu attendais? Alors non, on n'est pas du tout et on l'assume totalement, nous de notre côté. On sait qu'on a eu une très grosse énergie sur beaucoup de nouveautés. Côté Galeries Lafayette, oui, il y a le côté mode qui vit plus fort, mais il y a aussi les projets qui vivent plus fort. Et il y en a beaucoup. Il y avait une vraie énergie depuis plusieurs années dans une société, d'une entreprise qui avait un souhait de se digitaliser fortement, de prendre cette vague et surtout de ne pas la rater et ne pas être en retard. Dans ce contexte-là, mais toujours avec une culture au départ un peu, pas forcément client, un peu produit, c'était plutôt une approche de ce matin, je me suis levée, j'ai eu une idée et on va la mettre en place. Ou, ah tiens, j'ai vu ça là-dessus, on va faire pareil. Donc, et on a la chance d'avoir une entreprise qui avait donc un effort de financement et d'investissement très fort. Donc pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que ça donne de l'énergie pour faire des choses. La mauvaise nouvelle là-dessus, c'est que finalement, vous pouvez faire plein de choses assez facilement et sans trop vous poser la question de est-ce vraiment utile pour le client final. Là, avec de toute façon le contexte des dernières années, on est forcément dans ceux qui avons souffert. La pandémie déjà a permis de réorienter les choses parce qu'on a dû, à un moment donné, faire des choses réellement pour nos clients, parce que vu le contexte, on n'avait plus de clients, en tout cas nos murs étaient fermés, fallait qu'on s'adapte, fallait qu'on les garde, et donc pour les garder, les faire revenir, on devait s'occuper particulièrement de ce qu'ils avaient besoin sur le moment. Et ça a simplement permis de se dire, c'est finalement plutôt agréable pour tous de travailler sur un sujet qui répond réellement à un problème client, et qui n'est pas une juste idée simple. Donc ça a permis de remettre le curseur un petit peu différemment. Et donc, on a totalement modifié notre façon de faire nos roadmaps, nos façons de faire nos priorités depuis 2 ans. Donc, on n'est plus du tout dans une logique par direction, avec chacun sa copie, etc. Et on est beaucoup plus dans une approche, donc on s'est beaucoup outillé pour le faire, pour aussi permettre de mesurer ce que nous disent nos clients, et pour avoir en fait une logique de priorisation vis-à-vis de nos clients, en fait. Donc, je ne suis pas encore capable de vous dire si ça porte ses fruits, parce qu'on est vraiment dans cette approche-là, c'est assez récent. Mais déjà, on sait qu'au moins, en termes de mesures, on n'a plus de sujets où en fait on les sort et il y a 0 client qui les utilise, alors qu'on avait mis tous beaucoup d'énergie dessus. Et ça, c'était il y a 2-3 ans, on a tenté des nouveautés, vraiment ça, échec total. Au moins là, on n'est plus dans cette approche-là.
Et donc maintenant, le but, c'est d'aller dans cette démarche-là de plus en plus. On est assez confiant sur cette démarche. Et en plus, c'est vraiment effet miroir, c'est-à-dire que ça fait du bien, je pense, pour nos clients. Enfin, on espère que ça va faire du bien pour nos clients. Ça permet, dans une logique d'investissement, de, je dirais, garantir une forme de REI. Et puis, ça fait énormément de bien aux équipes, en fait, tout simplement. Parce qu'au moins, dans des réunions, vous savez pour qui vous travaillez, en fait. Donc, il y a une logique de confiance dans le résultat final qui est aussi assez sain dans ce type de mécanique. Mais c'est un changement. Et ça a été quand même complexe parce que ça fait perdre en fait certains poids de direction ou certaines priorisations, certains choix. Et également, la partie back-office ne doit pas être oubliée. Parce que le client, c'est aussi quand même un client interne. Dans le sens, si vos équipes travaillent mieux, surtout sur le terrain, forcément, généralement, le client, au final, va le ressentir. Donc, il y a aussi cet équilibre à trouver. Merci beaucoup. Sébastien, peut-être sur ce point-là, réaction ? Alors nous, on a eu un phénomène à peu près similaire, et ça ne me surprend pas, ces chiffres-là. Je vais faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les KPIs. On a dans l'assurance et chez nous des équipes de gestion. Donc la gestion, c'est la relation client après la vente jusqu'au paiement des sinistres. Et on a mis, tout à l'heure tu parlais de service client de l'année, tous les bons KPIs, avoir les meilleurs taux de décroché du marché, faire du once and done, etc. On a essayé en tout cas, on a beaucoup investi dessus. Et puis on a vu que notre NPS progressait, nos enquêtes à chaud progressaient, mais c'était vraiment pas terrible. Alors que tout le monde était assez content. Et en fait, on avait siloté les KPI. Donc, chaque gestionnaire qui est au téléphone suivait son taux de décroché. Ça, on était presque bon partout. Sauf qu'on avait juste oublié quelque chose. C'était ce que tu évoquais tout à l'heure, la culture client. Et donc, en fait, on n'avait pas une culture client de bout en bout. On avait tout siloté avec nos petits KPIs plutôt bien fait. Je peux critiquer. En plus, c'est moi qui ai eu cette idée-là. Donc, ce que l'on a fait, toi, tu le sais, on a un hub digital et d'expérience client. Donc, on a fait venir des clients qui avant venaient juste pour faire des parcours, pour nous aider à vendre mieux nos produits. Mais là, on les a fait venir, puis on leur a présenté nos trucs. On a dit, mais en fait, c'est un peu l'exemple du garagiste. Vous nous avez résolu un problème, mais on ne comprend rien à ce que vous nous racontez. Donc, un tout petit peu mieux que ça, parce qu'ils sont assez bien élevés. Puis on avait préparé un petit déjeuner, ils étaient bien accueillis. Mais globalement, c'était ça. Et parce qu'on n'avait pas les bons KPIs, on avait des KPIs qui sont les KPIs de nos autres métiers, de distribution, de suivi, mais pas des KPIs de culture client. Donc on a fait pivoter ça depuis 1 an avec... On suit bien évidemment tous ces KPI toujours et qui nous aident aussi pour l'automatisation et la production, mais un vrai KPI qui est mon enquête à chaud, avec mon résultat d'enquête à chaud, et au-delà du once and done, comment je note la relation que j'ai eue avec April et cet aspect d'émotion. Parce qu'en fait, nous, l'émotion, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pourquoi on le traite mal dans l'assurance ? Parce qu'on est un secteur qui est très en retard sur l'expérience client, il faut être très honnête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des profils comme nous qui arrivent ? On commence par les basiques, on prend la pyramide de besoins fondamentaux et on traite le bas avant de traiter les émotions. Mais en faisant ça, je reviens sur ce que je disais, on a enchaîné des mauvais KPIs, on a siloté en perdant ce fil rouge de la culture client. Donc là, c'est un peu le pas en arrière qu'on fait, et c'est assez multisectoriel, parce que moi, ça faisait écho à ce que vous disiez. C'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer ce KPI-là. Et là, ça ne nous fait pas investir beaucoup plus que les investissements, on les faisait déjà avant, mais c'est vraiment la culture et remettre la vision de culture et de fil rouge. Et on ne silote pas sur l'acte que moi, je fais en tant que gestionnaire sur une partie de mon activité, mais vraiment la vision globale. Très clair, merci. François, peut-être, sur cette notion d'effort mis au bon endroit des attentes clients ? Je pense que nous, ça a été bien fait par le groupe SFR, ce truc-là, c'est de dire, SFR, tiens, tu as 10 offres à vendre, avec un vendeur, ça marche bien en boutique, il a les bons arguments, il a à peu près ciblé la personne, il sait qu'il faut lui vendre un forfait à 10 balles, quand l'autre, il va lui vendre un truc à 60 €. Et la démarche qui a été faite, c'est de dire, ça c'est bien pour la distribution, on va créer une nouvelle marque, 100% digital, et dans lequel on fait du design, vraiment du design thinking qui est fait pour le digital. Et donc, est né Red by SFR, une offre. Ça, c'est facile à vendre. Et le NPS de Red, par exemple, qui utilise le même réseau, qui a les mêmes conseillers, qui a les mêmes installateurs qui viennent chez vous avec leur perceuse, vous traumatiser pour poser la fibre, tout ça, c'est les mêmes. Derrière, le NPS est positif chez Red quand il est négatif chez SFR. Et donc, c'est uniquement l'image, donc la couleur, le truc, la simplicité de l'offre. Il n'y a pas des petits trucs à écrire, des petites choses comme ça. Et ça a été un des grands succès, pour le coup, des SFR, de dire on va miser sur un truc digital et on va le faire pas avec des mecs du market dans un coin et puis je te balance l'offre et merci de le faire côté digital pour le truc. Non, on met les gens dans la même pièce, on fait du design thinking d'offre en disant est-ce que ce truc-là, on saurait le vendre sur le digital ? Oui, non. Et en fait, c'est une co-construction marketing digital qui se fait. Et à ce moment-là, on amène une chose simple, efficace et qui finalement marche bien. Et bien sûr, il y a un rapport qualité-prix qui est important.
qui aident à... Je suis d'accord avec toi, le sujet du prix, il est quand même essentiel pour la satisfaction, mais si tu as le bon rapport qualité-prix et que tu as la bonne offre et que les choses sont simples, ça marche bien. Et donc, je pense que dans les réflexes à avoir, c'est de se dire, quand le marketing pense à des choses, est-ce que ce truc-là, c'est exécutable en digital ? 10 offres, est-ce que c'est facile à vendre ? Ou Airbnb, c'est une offre, c'est un produit, c'est un logement. C'est pas... quand tu regardes un logement sur Airbnb, quand tu regardes sur une agence de voyage, tu n'as pas vraiment la même expérience. Tu as l'impression de voir un truc quand l'autre, il y en a partout. Et donc, je pense que c'est ce sujet-là de simplicité, de truc qui a été conçu pour le digital versus l'autre. J'ai adapté un monde physique que j'ai transformé en digital. Et le client, il le sent. Et du coup, on revient sur le début en disant les pure players sont mieux notés. Il y a une meilleure expérience, les jeunes vont chez eux, ils les utilisent parce que ça a été pensé pour ça. Et donc peut-être que nous, collectivement, côté marketing, côté digital, c'est comment on arrive à insuffler, même pas des chantiers de transformation, c'est presque de refondation de comment on fabrique nos offres, comment on décide de vendre nos produits. Ouais. Enfin, ce que tu dis, on le voit là dans le graphique, hein, la simplicité, alors là c'est de la simplicité corrélée. Tout à l'heure, Thierry parlait de la simplicité et de la confiance comme étant les deux items avec 37% et 34% dans les critères d'impact sur la satisfaction digitale. Et c'est assez paradoxal, mais quelque part, c'est une très belle vertu de se dire que tu prends l'exemple de Red, avec une offre, simplement en faisant de la simplicité, plutôt que, je compare avec SFR, où, par essence, il y a plusieurs prix pour un téléphone. Parce que je suis abonné, pas abonné, je suis, etc., etc. Rien que cette simplicité-là, qui par définition n'est pas compliquée, elle va amener un NPS bien supérieur. Et donc, encore une fois, avec la simplicité, on est quand même dans les items plutôt chauds, disons, ceux qui font faire appel à quelque chose d'émotionnel, encore plus évidemment avec la confiance, mais finalement avec des choses assez simples, on arrive à avoir un impact fort. Et c'est un peu peut-être ce que disait aussi Laetitia tout à l'heure. Quelque part, on part de loin sur cette considération de l'émotionnel, et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je vais vous donner partager un exemple, on en parlait hier avec Sébastien, de ce qu'on a pu faire avec un de nos clients. On a pensé à passer des appels post-transaction désintéressés. Rien à vendre. Alors que quand on est un opérateur téléphonique ou un assureur, quand on appelle un client qui vient de passer commande, c'est plutôt pour faire de l'upsell ou pour faire du cross-sell. Là, l'idée était de ne rien vendre du tout, simplement de dire merci d'avoir passé commande. Alors, en général, les clients sont déjà extrêmement surpris qu'on les appelle juste pour leur dire merci sans rien leur vendre. Ils disent, attendez, qu'est-ce que vous voulez me vendre ? Non, rien du tout, on voulait vous dire merci. Et ensuite, on mesure à 6 mois et à 12 mois la fréquence d'achat, le churn et la... Je me souviens plus du troisième KPI, en tout cas qui mesurait la fidélisation de ces clients-là, ceux qui avaient été appelés versus le même type de population qui n'avait pas été appelée. Et on avait des taux 2 à 3 fois supérieurs, pas de 20 ou 30% supérieurs, 2 à 3 fois supérieurs sur des items de fidélisation sur ces clients-là, parce que c'est tellement différent. Alors oui, ça coûte 1,50 € ou 2 € passer un client, mais évidemment, dans certains secteurs, notamment la banque ou l'assurance, ça va être très facilement remboursable ou très rapidement rentrer dans un ROI. Je vais juste partager ce point-là avec vous. Thierry, tu avais un point aussi toi, spécifique sur la personnalisation dont tu nous as parlé tout à l'heure. On le voit là, on entend beaucoup parler. La personnalisation, tout le monde en fait, et nous les premiers, avec nos clients. Et en fait, on se rend compte à la lecture de l'étude que ce n'est pas du tout l'item le plus demandé. Oui, effectivement, il est classé dans les items secondaires, en fait, par rapport à la construction de la satisfaction globale. Alors, il faut bien s'entendre, parce qu'à travers les items de personnalisation, on mettait des choses très précises, on leur demandait de réagir. C'est pas pour ça qu'ils ne demandent pas de personnalisation, mais je pense qu'ils ont besoin que cette personnalisation se traduise avant tout en termes de simplicité, par exemple, ou de confiance, quelque chose. Donc c'est la traduction de la personnalisation que les clients attendent et privilégient. Voilà, c'est pas et donc quand on dit la personnalisation est secondaire, c'est l'aspect technique. C'est pas leur problème en fait. Leur problème c'est qu'il faut que ça marche, quoi. C'est le résultat qui compte. Voilà. Donc j'attire votre attention là-dessus. Donc ils rejettent pas la personnalisation en tant que telle. Ils veulent du résultat. Voilà, que ça marche avec de l'omnicanalité ou le suivi de la commande précédente, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est qu'il faut que ça aille vite, quoi. Voilà. Il faut que ça serve à quelque chose. Édouard, tu voulais... Oui, je voulais réagir parce que est-ce que finalement, il n'y a pas une interrogation ou une appréhension de la notion de personnalisation qui n'est pas acquise par le mass market, par le consommateur.
Parce que la notion de consommation, on pourrait aussi la comprendre, l'interpréter comme une question de proximité. Bonjour, on m'appelle par mon prénom ou mon nom de famille. Au revoir, mon prénom, mon nom de famille. On connaît l'historique quand on décroche le téléphone. Est-ce que finalement, c'est pas ces aspects-là qui sont attendus dans la notion de personnalisation, qui sont aujourd'hui déjà bien mûrs sur certains aspects, en retard évidemment sur d'autres, qui pourrait se traduire par une question complémentaire, c'est quel est le niveau de personnalisation que vous avez reçu ou que vous estimez avoir reçu dans votre relation avec les marques qui ont été consultées. C'est un bon exemple parce que ils vont parler de qualité de relation client, ils ne vont pas parler de personnalisation, ça on leur dit bonjour monsieur X au lieu de monsieur Y. Ils vont le vivre comme ça, ils ne vont pas le vivre en termes de personnalisation. Personnalisation, c'est un aspect un peu technique du point de vue du consommateur. Voilà, donc je veux dire, c'est que lorsqu'on leur propose des critères de personnalisation, ils ne comprennent pas, ils les rejettent, ils les considèrent comme secondaires. Par contre, lorsqu'on leur parle de simplification de résultats, oui, alors là, c'est formidable, quoi. Il y a quand même une ambiguïté entre proximité, simplicité et personnalisation. Bien sûr. Pour donner un exemple dans la grande distribution aussi, pour revenir sur l'exemple de Monoprix, il y avait eu un test qui avait été fait où en fait sur 25 000 références, je ne sais pas combien il y en a dans les Cora, mais combien tu disais tout à l'heure, 48 000 48 000. Voilà, de réussir avec 5 questions à réduire la taille du magasin digital de 80%. On vous pose la question, est-ce que vous avez des enfants? Quel âge vous avez? Est-ce que vous avez des animaux domestiques, etc. On est capable d'avoir un magasin simplifié de 80% de son inventaire dont on ne se servira a priori pas, qui est toujours disponible bien évidemment, mais ça redessine un magasin avec 20% des références qui me sont pertinentes. Je vais même plus loin que ça. Cet exemple dans l'alimentaire, on peut le transposer à tous les secteurs. Quand on achète au Galeries Lafayette une paire de chaussures en 44, je reviens sur le site, on me propose des chaussures en 36. Je prends une bijouterie. Tu n'avais dit pas d'attaque directe. Non, mais bijouterie. Pas que les Galeries Lafayette. Attends, bijouterie, qui ont normalement les moyens de faire ce type d'expérience. Tu vas sur une des enseignes de la place Vendôme, je pense que tu en as la majorité, où si tu leur donnes un tour de doigt ou un tour de cou, un collier dans l'historique de tes achats que tu as pu faire exceptionnellement, quand tu reviens, c'est pas un paramètre qu'ils ont gardé. Ils ont gardé ton nom, ton prénom, le tour de doigt, pas forcément. Il faut aller chercher dans un truc, machin, un bidule, et ça va ressortir, mais c'est pas systématique. Et, dernier exemple, dans l'alimentaire, quand tu as un historique de commande, on est capable de te sortir un pattern, enfin une offre qui est en corrélation avec tout ce que tu as pu... et pourtant, elles sont faibles, ces personnalisations aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y en a aucun qui le fait, alors que c'est accessible, c'est déjà là, c'est présent, techniquement. Alors pourquoi, c'est possible. Peut-être une question pour Laetitia. C'est là la question d'avant. Quelles sont les priorités qu'on donne au projet? Ce type de projet, grande distribution, je reviens, penny business, quel est le payback? Et en ce moment encore plus, quelle est la marge, l'EBE que ça produit derrière? Là, les convictions qu'il y a sur l'EBE que ça peut produire, de restreindre le moteur de recherche à une segmentation produit et profil, tu vas vendre ça à des personnes qui ont 350 gugus dans leur magasin et 120 000 références à entretenir. Le côté digital de ce projet-là, il passe sur le coin de la table, comme le projet Marketplace. Alors que, logiquement, c'est des projets qui sont des projets d'expansion, des projets qui sont des projets de développement, de fidélisation, mais ce n'est pas les enjeux prioritaires du moment. Surtout avec la période qu'on est en train de vivre, où les turbulences sanitaires et économiques font que la distribution alimentaire est bien chahutée. Merci. À vous quatre. Est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion à apporter sur les résultats de l'étude? Chacun? Il y a du travail. Il y a du travail. On est là, hein. On vous soutient. Ouais, il ne faut pas rester sur ses convictions. Hein. J'ai appris, j'ai entendu, je suis convaincu d'eux. Il faut se rappeler quand même que l'arrivée d'Internet, ça fait quand même maintenant plus de 25 ans. Tout a été en fait mûri, tout a évolué grâce aux technologies, mais grâce aux KPI aussi. Et tant qu'on n'est pas... moi, je suis un peu bloqué, un peu breton là-dessus, c'est les KPI dynamiques. Et je vais terminer sur cet illustratif. On a un enjeu dans un groupe multi-enseignes qui est un enjeu de pilotage des spécificités de chacune des enseignes dans une culture qui est particulière chez nous, qui est la décentralisation, principe de subsidiarité. Donc, qu'est-ce que l'on consolide dans le suivi de ce type de performance? Donc, dashboard, sélection d'une quarantaine d'indicateurs aujourd'hui qui composent ce dashboard, 40 indicateurs financiers. Il n'y a même pas de comptabilité, 40 indicateurs financiers. Donc on se dit, ces indicateurs, on va les faire évoluer. On garde 40 indicateurs, combien on en met dedans? Donc on fait le tour de la table, on consulte les utilisateurs, lecteurs finaux de ces indicateurs, donc le board, le COMEX, etc. Puis après, les directions des enseignes, leur CODIR. Et on revient donc avec la composition de ces 40 indicateurs. Il n'y en avait qu'un pour les clients. C'est très illustratif. Merci.
François, peut-être, en conclusion, une pensée? Non, moi je pense je disais, il y a des nouvelles technos qui vont arriver, l'intelligence artificielle, comment on arrive à s'en servir pour être plus malin. Voilà, et puis notre NPS, on le regarde, et derrière, il faut se donner les moyens de transformer, de dire on met du poids du corps sur l'expérience client, ça veut dire qu'on ne fera pas d'autre chose, et donc il y a des renoncements à faire en interne pour être meilleur sur la SAT, et donc il y a un peu de boulot chez nous encore. Merci. Sébastien? Moi, ce qui me vient à l'esprit en conclusion, c'est un peu tous les débats qu'on a eus. On voit qu'on a tous les mêmes problématiques alors qu'on est très multisectoriel. Et on a fait les mêmes erreurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et le sujet qu'on a, c'est qu'on a des usages qui évoluent très vite, pardon. On parle des 18-24 ans ou des nouveaux cinquantenaires. Et en fait, on voit bien, il faut qu'on suive des KPIs différents, qu'on repense à des choses, qu'on ait cette vraie notion de culture client, d'agilité. Il y a tous ces sujets d'onboarding, etc., qui en fait sont transsectoriels, avec tous des problématiques bien évidemment différentes et des fréquences de vie client. Voilà, je pense que la synthèse, c'est plutôt celle-ci et c'est intéressant. Merci. Avant de passer aux questions... J'ai une phrase qui me revient, que tu as vue aussi à l'époque, je pense, une phrase. Delivering Happiness de Tony Sieh. Je pense qu'il faut la remettre au goût du jour et le tour de l'actualité. C'est vrai. Oui, ça rentre dedans. On pourrait finir par la dernière phrase de Jeff Bezos, sous-promettre, sur-délivrer. Et là, normalement, le résultat est bon. Ouais, on va penser à tout ça. Avant de passer aux questions dans la salle, oui, on peut l'applaudir, c'est vrai. François, hein, pas Jeff Bezos, bien sûr. En fait, moi, je vous remercie beaucoup, bien évidemment, d'avoir été là. Aussi parce que, en vous écoutant, je crois qu'on arrive à faire un lien entre ces trois enseignements qui pourraient paraître un petit peu hétérogènes. Le premier qui nous dit que il faut mettre beaucoup plus d'émotions. On est rentré dans cette ère où l'émotion supplante, en termes de valeur, le produit, on peut dire ça, enfin l'expérience en tout cas, on top du produit de la valeur justement, et elle produit plus de valeur que le produit. Il suffit de voir cet exemple qu'on prend souvent, qui est celui de Starbucks. Acheter un café 7 € chez Starbucks dans un gobelet en papier, 2 fois le prix qu'il coûte Avenue Montaigne, il y a quand même un truc qui, c'est pas le produit, quoi, c'est pas le café qui fait la différence, c'est autre chose. Et donc on est rentré dans cette ère-là, donc ça dessine de nouvelles poches de valeur, premier point. Vous nous avez parlé aussi des KPI, on en parlait sur la base du deuxième enseignement. Si on arrive à mesurer ça et de la valeur produite, chose que vous avez déjà beaucoup fait chez April d'ailleurs, de mettre l'accent fortement là-dessus pour que les ex-directions achats qui forcément sont maîtres dans leur domaine, dans la distribution alimentaire par exemple, qu'il y ait d'autres indicateurs que ceux de chiffre d'affaires au mètre carré et que ceux des directions achats. Il y a quelque chose à dessiner là-dessus. Si on arrive à mesurer, il y a des promesses derrière. Et voilà, moi, ça m'a amené à cette conclusion. Avant de vous laisser peut-être la parole, s'il y a des questions dans l'assistance. Je sais que la première est toujours un petit peu difficile. Est-ce que vous avez des questions pour nos interlocuteurs, nos intervenants d'aujourd'hui? Qui fera le premier pas? Ça veut dire que vous avez été extrêmement clair, peut-être? Ou que tout le monde a extrêmement faim? Depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure que ça s'installe. Aucune question dans la salle? Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous invite tous à nous suivre ici pour continuer. Merci beaucoup. Merci.